Bonjour Sophie, Bonjour Vanessa. c'est un épisode des Portes qui claquent et on reçoit avec grand plaisir Sophie Mingui-Beignet. Merci, merci de ton invitation. Alors juste pour que nos éditeurs puissent un petit peu se repérer, je sais que c'est un paysage assez éclectique que tu nous proposes. Comment est-ce que toi tu te présentes? Ah, comment est-ce que je me présente? Ça, c'est une question qui est toujours, un peu complexe. Je dirais que peut-être, en tout cas dans ce que j'ai envie de partager, qui n'est pas forcément ce qui me résume en entier, mais dans ce que j'ai envie de partager, ce qui pourrait être, notable et intéressant, c'est un parcours un peu, atypique avec un début, dans le monde médical puisque j'ai été médecin Mhm. et puis une bifurcation vers le monde, de l'esprit, de la méditation, des ressources intérieures et de la santé que j'appelle moi profonde. Voilà et cette bifurcation m'a amenée maintenant à proposer différents programmes et et échanges afin que chacun puisse contacter ce qu'il est, et révéler plutôt que construire d'ailleurs, Mhm. sa puissance d'harmonie, intérieure. Waouh. Tout un programme, j'avais envie de proposer ta découverte à nos auditeurs parce que je suis régulièrement touchée par la sensibilité de ce que tu partages sur les réseaux, de tes propositions. Et je me suis toujours demandé, tiens, comment est-ce qu'elle vit? La curiosité m'anime pour tout, hein. Alors, notamment, comment est-ce qu'elle était petite fille? Comment s'est passée ton adolescence? Et je me demandais d'ailleurs, comment toi tu qualifies l'adolescence? Je pourrais pas la qualifier parce que j'ai l'impression que justement l'adolescence, c'est par, essence, ce qui est inqualifiable, non qualifié et qui cherche à se qualifier. Je dirais que, en tout cas, dans les tribulations de l'adolescence, ce qui se révèle, c'est le fait qu'il y a cette croyance qu'on devrait pouvoir se définir et on en est incapable. Et donc on va aller à la découverte, un petit peu de, ses propres, particularismes, Mmh. de ses propres élans et on va essayer de les intégrer dans un monde qui n'est pas toujours ouvert à les écouter déjà et encore moins à les recevoir. Donc Mmh. c'est une sacrée aventure. Ah OK. J'ai envie de rebondir sur cette notion de particularisme. Hem, c'est toujours étonnant de voir comment un adolescent, à la fois, se découvre, en même temps qu'il découvre le monde, en même temps qu'il découvre le regard de l'autre sur lui et c'est pas toujours synchro d'ailleurs tout ça. Ce qu'on voit de soi, ce qu'on perçoit de soi, ce qu'on ressent de soi et comment le monde nous perçoit donc j'aime beaucoup cette idée de particularisme. Je trouve que c'est quelque chose de très singulier. À la fois, c'est un temps de transition, l'adolescence, et à la fois, c'est un temps où assez fondateur, je trouve, de qui on devient en tant qu'adulte. Hem, est-ce qu'il reste des choses, toi, adulte que tu es aujourd'hui, de l'adolescente que tu as été? Est-ce que tu nous Plein, partagerais ouais? il en reste plein, mais je savais pas que ça allait rester. On pourrait dire ça comme ça. Oui. Hem, Vraiment dans tous les domaines, c'est-à-dire que, dans cette adolescence-là, il y a beaucoup eu ce dont tu parles, c'est-à-dire de commencer à percevoir comment les autres nous regardent Mmh. ou d'être, le témoin de son propre regard sur les autres Mmh. et de cette comparaison incessante, en fait, et de cette recherche de positionnement et en ce qui me concerne, c'était assez complexe parce que je me sentais assez décalée, Mmh mh. très souvent, pour un tas de raisons, physiquement, intellectuellement, dans la sensibilité, dans le mode de vie, dans l'aspiration au silence, dans les amitiés qui n'existaient pas parce que j'avais une sœur qui remplissait très bien cette fonction, donc je Mmh. recherchais pas grand-chose ailleurs. Bref, je me sentais pas vraiment, en cohérence avec, l'image que je projetais, d'un adolescent standard. J'étais pas encore au courant que ça n'existe pas, en fait, l'adolescent standard, Oui. donc j'en avais une représentation et il m'en reste énormément de choses parce que tout ce que je viens de citer est encore à peu près d'actualité. Mmh mh. Voilà, y compris,
toute cette créativité, je trouve que chacun, et moi la première, doit, s'employer à avoir pour pouvoir rester lui-même dans un monde, qui n'est sécurisé que par une forme de norma Mmh. de normes, Mmh. des comportements, des états, hem, des modes de vie, des sécurités matérielles, Mmh. voilà. Et je trouve que ça, c'était déjà là, parce que la scolarité, c'était déjà très compliqué. Je trouvais ça assez, ça ne le semblait pas, hein. Je pense que je de l'extérieur, j'étais juste quelqu'un d'assez joyeux Mmh mh. et plutôt tranquille, en fait. Mais de l'intérieur, il y avait quand même beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. Très tourmenté, très Non, turbulent? c'était pas sur le versant tourmenté, D'accord. c'était pas souffrant. J'ai pas beaucoup de souvenirs de grosses souffrances d'adolescence. J'en ai eu parce que bon, il y a toujours ce relationnel qui fait Mmh. que cette recherche de l'intégration qui est plus ou moins heureuse. Mais c'était surtout, une curiosité, c'est-à-dire, mais déjà physiquement, je trouvais que moi, j'avais pas vraiment les mêmes aptitudes que les autres parce que j'étais plus fatiguée, plus douloureuse et cetera. Bon, je savais pas encore qu'en fait, il y avait une réalité à ça et donc je me disais: «Mais comment font-ils, très souvent pour, rester toute la journée sur une chaise à écouter des choses qu'en plus je Mmh. trouvais pas intéressantes?» Mmh mh. Mmh. Bref, j'avais un regard un peu comme ça, curieux de trouver que tout le monde avait l'air d'avoir des aptitudes qui m'échappaient. C'était plutôt comme ça, de Cette cet ordre-là. Ouais, je vois bien cette idée de mais comment ça marche chez l'autre? Comment ça fonctionne chez l'autre? Une curiosité, beh, finalement de l'humanité que tu as peut-être mis à l'œuvre, dans le choix de tes études dans un premier temps? Hem, je crois que comme tout à chacun, j'étais surtout curieuse de moi-même et de comment ça fonctionnait pour moi et Mmh. que j'essayais de passer au travers des exemples que je rencontrais pour toucher un petit peu ça, ou dans la différence ou dans la ressemblance, mais Mmh. toujours un peu dans cette introduction dont on a parlé, où l'adolescence, c'est le moment où on cherche un peu à se définir, à se positionner, Mmh. à se, à se connaître un minimum, à se reconnaître Ouais. un peu dans les uns ou dans les autres ou en soi-même. Et voilà, donc je faisais ça comme ça. La réalité de la médecine, elle est venue plutôt dans un autre contexte. Elle est venue dans le fait que, vraiment, authentiquement, j'ai ressenti toute ma scolarité un ennui profond, Mmh mh. dévastateur. J'ai pas de souvenir d'avoir jamais, je crois, écouté un cours. J'avais l'impression vraiment d'être, là, pour rien. Mmh mh. Ça ne me parlait pas, je comprenais pas l'intention. Mmh. La façon dont la pensée était utilisée ne me semblait pas, intéressante. Mmh mh. Hem, Parfois, je ressentais un amusement à m'essayer à la mienne, mais souvent, je trouvais que la réponse était que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, donc du coup, Mmh. bon, c'était un peu un coup dans l'eau. Oui. Et puis la médecine est venue parce que par contre, arrivée au lycée et notamment en classe de terminale, j'ai eu un professeur de biologie fabuleux qui m'a totalement passionnée. J'ai eu l'impression de voir, le génie, en Mmh. fait, dans cette biologie, le génie absolu, en fait, hein, de la vie, déjà, dans cette biologie. Et je me suis dit: «Ah voilà, mais c'est ça que je veux, c'est là-dedans que je veux m'immerger». Mais j'avais envie de le faire d'une façon qui soit effectivement, utile et contributive, et donc je trouvais que la médecine, c'était un bon moyen d'allier les deux. Mmh mh. Donc c'était pas cette idée de soigner l'autre? Pas forcément? Hem, c'est assez subtil comme question. Je dirais que je crois pas que c'était l'idée de soigner l'autre. Je crois Mmh. que c'était l'idée d'être à ses côtés d'une façon qui lui soit utile, Mmh. mais pas avec l'idée que quelque chose n'allait pas chez lui, qu'il fallait corriger, en fait. Mmh. C'est un tout petit peu différent. Il y avait cette notion d'accompagner à Oui, la c'est guérison. ça. D'accord. C'était plus accompagner, être en relation Mmh. sur un terrain
qui m'intéressait, me passionnait et que je trouvais fabuleux, Mmh. qui était celui de la physiologie, de la biologie du corps humain, Mmh. de cette complexité en fait faramineuse, extraordinaire qui m'a subjuguée en fait. Dès que j'ai mis un œil dans un microscope en classe de terminale et que j'ai vu à quoi ressemblait un peu une cellule, j'ai trouvé ça Mmh. euh, extraordinaire. On peut parler de déclic finalement à ce Oui, moment-là. Ouais. oui, parce que je me suis passionnée. Alors, pour le coup, je crois que c'est la seule année de scolarité où j'avais ce moteur et je me suis passionnée pour mes apprentissages. Mmh. J'ai dû rattraper quelques retards, je dois dire. Sauf Voilà. que là, ça avait peut-être du Mais sens. là, ça avait du sens, donc j'y suis allée de bon cœur. Ouais. Mais enfin, merci à mes parents qui m'ont quand même payé quelques cours particuliers. C'était pas complètement gagné, Mmh. mais ça s'est fait. Mmh. Et comment se passe du coup la bascule pour toi entre la médecine, je dirais physiologique et puis l'approche du vivant, un peu différente? Qu'est-ce que tu entends par différente, c'est-à-dire? J'avais cette impression, moi, que tu étais passée d'une médecine, un peu clinique au chevet du malade, à l'hôpital, à un rapport à l'autre, à la guérison, peut-être, sans les mêmes outils, sans les mêmes instruments? Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Eh bien, ça s'est passé, à rebrousse-poil, parce que, j'étais, donc, vraiment, passionnée par mon art médical, Mmh. que j'adorais et je fais l'expérience de la maladie avec, un passage de plusieurs années dans le handicap, sévère, D'accord. et dans cette configuration-là, je n'ai pas trouvé de solution médicale. Mmh. J'ai continué à me former, j'ai évidemment beaucoup consulté, j'ai essayé de trouver dans les ressources et dans ma culture, dans ma religion à moi, Ouais. heu, de la médecine, prescriptive en fait, des solutions. Mais ça n'a pas du tout marché en Mmh. fait, mais pas du tout. Ça a même été plutôt, quelque chose de plus aggravant qu'aidant. Mmh. Et donc ça a ouvert déjà la considération sur ma propre discipline, c'est-à-dire que pour la première fois, je remettais en question, Mmh. voilà, nos fondamentaux, la réalité de ce qu'on apporte, l'écoute qu'on a Mmh. auprès des autres quand ils nous disent que ça marche pas, ou qu'ils souffrent des effets secondaires, ou que c'est insatisfaisant, que ce qu'on propose est insatisfaisant, ce qui n'est Mmh. pas forcément quelque chose auquel on est très entraîné dans les études médicales. Mmh. On est entraîné à donner une réponse et à être convaincu que c'est la meilleure, puisqu'elle est issue d'un consensus, donc elle fait foi. Mmh. On n'est pas entraîné à imaginer qu'en fait, cette réponse, il y a quelqu'un en face qui la reçoit, et que quand il la reçoit avec tout ce qu'il est, dans tout son particularisme, Mmh. dans toute sa spécificité, dans tout son moment de vie, et que ça n'a rien à voir avec une étude médicale. Mmh. Ça n'est pas standardisable. Encore de nouveau, on retrouve cette réalité de la vie qui n'est pas standardisable. Et que donc, on est bien loin de nos fantasmes acquis. Et c'est une expérience que j'ai faite en étant de l'autre côté, Oui. et qui a profondément remis en question ce regard-là, et qui m'a aussi conduite à l'exploration, parce qu'il y a un moment, j'ai voulu quand même trouver une solution pour au moins trouver un peu de paix dans cette expérience de maladie qui était vraiment très intense et très souffrante, très douloureuse, En physiquement termes très ouais. douloureuse. Ouais. Donc j'avais besoin de ressources, en fait, tout simplement. J'avais besoin de trouver une voie de passage. Mmh. Voilà, pas vraiment de sortie, parce qu'à un moment, j'ai arrêté de penser en termes de sortie, et c'est ce qui m'a aidée, mais de Ouais. passage. Et c'est quelque chose qui m'a dirigée vers cette exploration intérieure, l'hypnose, la méditation, l'introspection, l'observation, l'interoception, c'est-à-dire le ressenti de soi-même par l'intérieur. Mmh. Et tout en fait un monde qui existe, avec un monde de connaissances extrêmement précises et fascinantes, mais qui n'a pas du tout été jusqu'ici incorporé, Mmh. enfin pas du tout, très timidement, Mmh. dans le monde du soin et de la santé, ce qui est à mon sens très dommage, parce qu'il y a beaucoup de possibilités offertes
voilà, dans cette, culture, cette connaissance, cette réalité de ce qu'est l'humain dans toutes ses dimensions, Mmh. pas juste dans sa biologie. Et ce qui m'a forcément, complètement passionnée, enthousiasmée et la raison pour laquelle on est là en train d'en discuter, c'est que j'ai retrouvé ce même génie. J'ai Oui, retrouvé cette fascination totale, pour la réalité dite invisible, oui. mais ô combien, profonde, puissante, créative, sophistiquée Mmh. de ce qui sous-tend, notre réalité. Waouh, c'est passionnant. J'ai, en tête, dans tout ce que tu évoques là, à la fois, oui, ce passage, de l'annonce de maladie, de diagnostic, d'accompagnement à la compréhension du traitement et il me semble que dans ma clinique, j'ai aussi, pris, connaissance à travers le travail et les entretiens que parfois ce qui est dit n'est pas entendu par le patient. Tout simplement parce qu'il n'est pas à l'endroit où son écoute est possible et que l'un des premiers actes, c'est de poser, les possibilités d'une écoute et je trouve très précieux ce que tu donnes là. J'ai quelques amis qui travaillent à cette, notion d'annonce diagnostique, de ce que c'est que qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là de la connaissance d'une maladie ou d'un traitement ou d'une prise en charge et force est de constater que c'est encore nouveau. Il y a de nouvelles études là-dessus. J'entends, une volonté, nouvelle de faire entendre des espaces plus cachés, plus internes, plus, hem, introspectifs aussi, comme tu évoquais et je trouve que là-dedans, il y a de la magie. Là-dedans, il y a de la magie et j'avais envie de parler de ça avec toi parce que, je trouve que lorsqu'on prend le temps d'échanger et de poser des mots là-dessus, on donne aussi des comme des rails de guidance pour que l'autre, entende ça en lui-même. Et au fond, c'est ça aussi, éveiller, soigner, c'est peut-être proposer une manière d'écouter le monde, d'écouter à l'intérieur de soi, d'écouter les autres et je me dis: «Tiens, c'est vraiment chouette de, laisser émerger comme ça une autre écoute». On en sait quelque chose, mais finalement quelque chose de différent et je trouve que cette différence-là, elle est précieuse et le fait que tu aies écrit dessus, je trouve ça encore plus précieux parce que, alors moi je suis une amoureuse des livres, mais le vecteur finalement de la lecture, c'est quelque chose que l'on fait à son rythme. Il y a très peu de choses aujourd'hui qu'on fait à son rythme. La lecture, c'est l'une des choses les plus précieuses pour moi parce que on peut revenir sur la page, on peut souligner un passage, on peut y revenir et comprendre différemment et le relire à un autre moment et comprendre encore différemment. Et heu et là, je me dis: «Tiens, on est dans une période où les cellules, ça nous parle». Bruce Lipton n'était pas très loin, à Paris, là, ces derniers temps, au moment où on enregistre. On a une nouvelle connaissance avec des gens comme Greg Braden de ce que c'est que la cellule, du corps vivant, du cosmos et en même temps, on est aussi dans le même temps, au niveau des sciences, on est aussi en train de trouver, l'intestin comme un nouveau cerveau, comme, une nouvelle manière d'appréhender le monde. On a le cœur comme une nouvelle manière d'appréhender le monde et je trouve, dans mon expérience de petite fille, moi, quand je disais: «J'ai mal au ventre, j'ai peur dans mon ventre», c'était pas quelque chose qui passait et cette notion, des émotions enchâssées dans le corps, de l'invisible accessible dans le corps aussi, je trouve que c'est quelque chose dont tu parles très bien et je me dis, ça combiné à l'adolescence, tu vois? Ce moment où on est dans des explosions, on comprend pas grand-chose, mais on en sait quelque chose. On en sait quelque chose et je me disais: «Tiens, est-ce que toi, Sophie, tu te souviens d'avoir exploré ces choses-là plus jeune ou tout ça n'est venu qu'après la maladie?» Je me souviens d'abord, merci de restituer, quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est que quand on dessine un espace d'écoute profonde,
de la personne pour elle-même. Mmh. On dessine comme un plan de soins sur mesure Mmh. de la personne pour elle-même. Et ça, il n'y a pas plus puissant que ça. Il n'y a pas plus bienfaiteur que ça. Il n'y a Absolument. pas plus efficace que ça. Et donc ça me touche et je te remercie de le dire et de l'énoncer parce que ça fait vraiment partie, à mon sens, des grandes révolutions que le soin a amené dans ses grandes largeurs. Mmh. C'est de rétablir le sur-mesure, non pas avec cette peur et cette croyance que ça prenne du temps, de l'argent et des moyens qu'on n'a pas, parce que ça n'en prend pas, ça Mmh. prend juste le fait de faire confiance à l'autre sur sa capacité qu'il va avoir à s'entendre lui-même si on lui en donne l'opportunité, ce qui est finalement relativement simple Mmh. quand on y est bien disposé. Donc merci infiniment de le dire parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Et après, pour répondre à ta question sur l'enfance ou l'adolescence, je me rappelle de choses un peu peut-être inhabituelles que je raconte plus ou moins dans les bouquins. Enfin, je crois pas que ce soit très inhabituel. Je crois que tout le monde a ces grands moments-là, mais qu'il les étiquette pas comme ça parce qu'il Mmh. fait pas forcément la même expérience par la suite. Mais notamment de grandes plages de silence, c'est-à-dire que quel que soit l'âge, j'ai ces souvenirs de passer du temps immergé en fait en la conscience, Mmh. en train de parfois se questionner. Alors petite, vraiment petite, juste avant l'adolescente, c'était vraiment des questions mignonnes. C'était des questions de type, mais qui est-ce qui pense si je sais que je pense, par exemple? Mmh. Ou qui est-ce qui sait que je pense, puisque je sais que je pense? Ou c'est quoi la pensée? Ou c'est quoi moi? J'avais beaucoup ça. Parce Mmh. que je me disais, mais cette impression d'être moi, c'est quoi moi? Mais Mmh. c'était tout petit ça. Et alors, enfin tout petit, assez jeune, avant, je dirais, avant 10 ans, quoi. Et j'ai vraiment souvenir de moments au coucher, Mmh. surtout, voilà, avec ces formes de questions et de sensations. Mmh. C'est-à-dire qu'il suffisait de poser la question pour qu'il y ait une sensation qui arrive, comme quelque chose qui répond à la demande. Mmh. Ce qui est toujours mon expérience à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, notre conscience répond à la demande. D'où la possibilité du sur-mesure. Mmh. Et puis après, dans les jeunes années d'adolescente, c'était plutôt vraiment ces moments que je crois chacun connaît, avec beaucoup de musique, de solitude dans la musique, et la Oui. prise finalement de contact et de conscience de son vivant intérieur, parce que la musique nous fait ressentir des choses, partager des choses, on échange avec elle, on devient la musique. Et c'est comme ça qu'on s'apprivoise de l'intérieur, un peu, Absolument, on oui. pourrait dire, hein. Voilà. Et puis après, j'ai souvenir, par exemple, d'une première année de médecine qui est assez réputée dans son exigence Mmh. Difficile. intellectuelle et pour laquelle je n'ai jamais mis un pied en cours, par exemple. Ça m'était absolument impossible pour tout un tas de raisons. Toujours, je ne comprenais pas la méthode d'apprentissage et ce que ça pouvait avoir de vertueux. Le brouhaha ambiant Mmh. était ingérable, le stress des uns et des autres, voilà. Et donc j'ai souvenir d'avoir passé, 1 année, 2 années, dans Mmh. une solitude totale, en fait, hein. Je mettais le nez dehors, je crois assez peu même pour faire les courses Mmh. et où j'étudiais, où j'écoutais de la musique, toute seule. Et j'ai souvenir d'un grand plaisir, en fait. Mmh. C'est surtout ça qui est marquant. C'est-à-dire que c'était pas ce stéréotype solitaire, souffrant parce que je ne savais pas socialement y faire. Je n'avais pas de difficulté sociale particulière, si j'en avais envie, mais j'en avais pas envie et c'était délicieux Un de vrai me plaisir. l'autoriser. Ouais, Ouais. ouais. Et donc peut-être on pourrait dire qu'il y avait cette prédisposition à l'intériorité, si Mmh. on remet bout à bout un peu ces différentes expériences. Mais je sais pas, je serais DJ dans une boîte de nuit, je regarderais le versant en moi, extraverti, on se dirait: «Tiens, j'avais des prédispositions, Mmh. dans l'autre sens». Donc je pense que tout le monde est complet, complexe et qu'après on relit l'histoire comme, elle est intéressante à partager ou pas. On peut réécrire l'histoire, absolument.
Dans le principe de narration, c'est ça qui est chouette aussi, c'est de pouvoir, relier les points une fois qu'ils sont passés et avant ça, on est dans un espace de possibilité et ça, tu en parles assez bien aussi, la notion de possibilité. Moi, ce que je trouve toujours très émouvant avec les adolescents, c'est tous les possibles qui s'ouvrent, peut-être même au-delà de ce qu'ils ont rêvé être et de ce qui est là, J'ai envie de t'interroger aussi peut-être sur la maternité, sur les enfants, toi, les ados qui sont autour de toi en ce moment, c'est, C'est mes lesquels? maîtres. Ah! Ce sont tous mes maîtres. Alors, j'ai eu la chance de grandir en maternité environnée de 5 enfants qui ne sont pas tous les miens, Mmh. mais avec lesquels j'ai avec chacun passé beaucoup de temps et chacun a été et reste un maître pour moi à l'heure actuelle. Chacun m'a apporté, un enseignement, Mmh. là aussi sur mesure, parfaitement adapté, que je n'aurais jamais pu trouver ailleurs. Qui m'a amenée à pouvoir contacter un peu comme on parlait de la musique, chacun est une musique qui m'a vraiment amenée à des endroits particuliers de cette intériorité, de ces ressources, hem, de l'ouverture. Mmh. Voilà, ce sont des maîtres de l'ouverture. On ne sait pas à quel point on est rigide et fermé alors qu'on se croit souple avant d'avoir des enfants. Et chacun de mes enfants est en ça, irremplaçable. Mmh. Et c'est encore le cas. Oui. Et ils sont plus des adolescents. J'ai encore une fille qui est adolescente qui est toujours autant un maître. Mes jeunes adultes, c'est toujours le cas. Est-ce que tu as des anecdotes qui te viennent en tête? Est-ce que tu as des situations? J'en ai plein, je me rappelle, j'en ai plein, mais par exemple, je me rappelle, je suis quelqu'un qu'on peut sentir peut-être que j'aime le langage verbal, que pour moi c'est quelque chose de liant et de vivant. Oui. Et donc, probablement tous mes enfants ont dû trouver que je parlais trop, que j'expliquais trop, que j'interprétais trop et Mmh. que s'il y avait un côté un peu fatigant. Et je me rappelle, une fois, discuter d'un sujet un peu sensible avec, mon fils qui lui est plutôt un taiseux, enfin qui est même franchement un taiseux. Mmh. Et moi, j'avais toujours été animée par l'idée que bon, puisque c'était un taiseux, il fallait comme contrebalancer un peu cette tendance et lui indiquer, la vertu de la communication orale. Voilà et j'essaie de lui expliquer quelque chose de sensible que je trouvais d'une façon très intelligente et il me fait, un retour où en fait ce qu'il me raconte était beaucoup plus précis et pertinent que moi alors qu'il avait 14 ans et la mâchoire m'en tombe, il me regarde et il me dit: «Mais tu sais maman, c'est pas parce que je ne parle pas que je ne pense pas». Par exemple. Mais c'est un parmi tant d'autres. Chacun m'en a servi et continue de m'en servir, de cette envergure. Mmh. C'est pas de l'anecdote pour moi, en Mmh. fait. C'est Mmh. de l'envergure. Mmh. C'est de la révélation, profonde. Mmh. Sur un ton d'évidence. Sur un ton d'évidence Très ado. et sur un ton de qui disait exactement ce qui était sa réalité, c'est-à-dire qui disait sous-jacent: «Vois combien je suis patient et depuis si longtemps», Avec toi. entre autres. Et c'était vrai Oui, je pense que c'est vrai, fondamentalement, oui. et c'était vrai et ça m'a donné du coup, par exemple, pour ce qui le concerne, l'envie de le questionner au lieu de parler Mmh. et de lui demander comment ça marchait en fait son système à lui Mmh. d'interprétation et de réception du monde et j'ai été absolument fascinée. Il était extrêmement différent du mien Mmh. et voilà et on a après trouvé d'autres voies d'échange qui lui convenaient mieux et j'en ai été très nourrie. Moi, j'adore ce que tu dis là parce que, de cette idée, finalement de l'écoute, c'est aussi, d'interroger, ce que l'autre, et l'autre ado, voit du monde, sent du monde, sa manière d'être au monde. Parfois il a les mots, parfois moins. Parfois il y a des crises dans lesquelles la parole a moins la possibilité de se voilà, de se déployer, de se poser et d'aller à la rencontre comme ça des interlocuteurs. Mais je trouve,
que cet exercice-là, au niveau du parent, que de demander finalement comment il voit les choses, c'est, l'une des choses les plus nourrissantes pour un à la fois pour le parent, comme tu le décris là, et à la fois pour l'adolescent, qu'on prenne en compte son système de perception et d'être au monde. Et c'est très précieux ce que tu transmets là parce que cette singularité-là, on a tendance à l'écraser au fur et à mesure des années. Ce qui se révèle, là, de finalement de comment on est, avant qu'on nous dise complètement comment on doit être, comment on doit s'habiller, comment on doit penser, comment on doit travailler, et que finalement on revienne à la conquête, de ces aspects-là pour soi. Je trouve qu'il y a un moment dans l'adolescence qui est très riche de ça. Oui, et quand on parle souvent du mal-être, adolescent et de la difficulté que c'est d'être un adolescent, je crois que ça a beaucoup trait à ça parce qu'avec, toutes ces aventures et le recul, je pourrais dire que pour moi, actuellement, la vie n'a pas d'autre sens que de se connaître, Mmh. de s'explorer, de s'expérimenter et de s'exprimer. Mmh. Et quand on fait grandir nos adolescents avec l'idée que, le sens de la vie, c'est de devenir quelque chose qu'ils ne sont pas, parce que c'est sécurisant pour un parent, Mmh. pour une société, pour une frustration, heu, voilà, et qu'on va, sans forcément le savoir, vivre par procuration à travers ses enfants, ses peurs et ses regrets. On ampute la vie de son sens parce Mmh. qu'on ampute quelqu'un, une émergence qui est comme une espèce unique, le représentant unique de son espèce, de sa possibilité de s'explorer, de se trouver, de s'assumer, Mmh. de se présenter et de s'offrir. Parce que du coup, qui ne sait pas qui il est, ne s'offre à personne non plus, Mmh. ne nourrit personne, ne transmet pas sa vérité. Mmh. Et ça fait tellement de vie à contre-courant, décalée, à contresens, à contre-cœur, hein. On a toute une liste de contre, hein, De pour pouvoir contre comme ça. les décrire. Et après, on va avoir, heureusement, des magnifiques thérapeutes comme toi qui vont nous aider à restituer Retrouver. cette réalité unique qui est la nôtre et qu'on aura envie d'exprimer, de manifester, de partager. Et c'est pour ça qu'on est là. Mmh. Et c'est ce que toi, tu offres si bien à chaque fois. Mais c'est sûr qu'on aurait un petit peu envie, le soignant, on va dire que je suis, aurait un petit peu envie que le dommage ne soit pas commis plutôt que d'avoir à le réparer. Réparer, Et oui. que cette perspective éducative, au lieu de viser la sécurité, vise cette révélation, cette découverte, cette curiosité, Mmh. et le soutien à cette éclosion, depuis le premier instant, Mmh. jusque dans les suites, en fonction effectivement de ce que chacun connaît, des contraintes de la vie matérielle, et cetera, qui ne sont pas à négliger, mais que le parent soit cet intermédiaire entre cette réalité du monde et cette préciosité encore fragile d'un Mmh. intérieur qui est tellement unique que personne ne le découvrira à la place de personne. Oui, ça c'est un point qui est essentiel, c'est que, il y a des traversées qui ne se font que seul et par soi-même. Et que c'est Beaucoup. et effectivement, si le sujet ne le fait pas lui-même, personne ne le fera à sa place. J'étais en train de me demander comment étaient tes parents? Oh, mes parents, ils étaient cool. Ils étaient cool tes Ouais, parents? ils étaient très cool, mes parents. Ils sont toujours là. Mes parents, ils avaient foi en l'intellectualisme humaniste. Mmh. Donc on a grandi dans ce précepte de à la fois partage et non-jugement, en même temps que beaucoup de réflexion et de pensée. Mmh. Voilà, ce qui, de mon point de vue, n'était pas que reposant, Mmh. parce que comme moi, j'ai toujours été plus sensitive. Enfin, j'ai toujours été plus sensitive. En tout cas, il y avait une grande part de sensitif et d'intuition. Mmh. Ça trouvait pas sa voie ça trouvait pas le moyen de se vivre en fait dans
cet espace qui était plutôt un espace d'apprentissage, de raisonnement et de Mmh. partage. Mmh. Voilà, mes parents, ils avaient une religion plutôt de la philosophie et des grands principes humanistes. Mmh. Mais ils n'avaient pas du tout de considération spirituelle, de vie intérieure de cet ordre-là, de notion de transcendance. C'était pas, ils étaient plutôt en réactivité vis-à-vis de ça. Mmh. Et moi, j'avais une nature quand même assez clairement, initialement comme ça. Donc, d'où un peu les questions et les curiosités, ça ne matchait pas complètement avec le modèle. Mais c'était quand même un environnement qui était accueillant, Mmh. très accueillant et soutenant. Et tes ressources, tu les trouvais où, du coup? Je crois qu'aussi loin que je me rappelle, j'ai trouvé les ressources dans la joie, en fait. Je Mmh. trouvais de la joie partout. Je trouvais qu'il y avait du rigolo tout le temps. Mmh. Parfois, vraiment, il y avait vraiment des interrogations sur cette forme de... Je trouvais que les gens se rendaient malheureux, mais avec pas grand-chose. Mmh. Avec des formes de pensée qui étaient affligeantes, quoi. Au Mmh. sens, ça donnait de l'affliction, pas au sens jugement, mais ça donnait de l'affliction. Et je trouvais qu'il y avait toujours de la joie dans les gens qu'on croise, partout, dans la façon de chanter, dans la façon de bouger, voilà, dans le silence, dans tout ce qu'on pouvait expérimenter. Il y avait toujours un peu une possibilité de ce côté-là. J'étais en train de penser au voyage intérieur et je me disais: «Tiens, les voyages forment la jeunesse». Avec ces 2 phrases-là, j'arrive à tu voyageais quand tu étais ado? Ouais, alors mes parents étaient et sont toujours des voyageurs. On Oui. a beaucoup voyagé enfant, on a habité à l'étranger. Ça nous a probablement assez ouverts, mais c'est Oui. aussi quelque chose qui nous a donné pas mal de difficultés parce qu'après, quand on est rentré, qu'on s'est posé, mes parents sont fixés, on devait avoir 7 8 ans. Avant, c'était des voyages constants, on pourrait dire ça comme ça. Et on s'est fixé dans le sud de la France et on a rencontré en fait ce que c'était d'avoir une culture géolocalisée, Mmh. donc particularisée, enfin en tout cas un peu rétrécie, un peu avec des traditions. Voilà. Mmh. On ne se retrouvait pas beaucoup, surtout que nous on avait beaucoup voyagé au Moyen-Orient, Mmh. dans les pays arabes, et il y avait quand même une relation avec, dans le sud de la France avec ses origines qui étaient assez conflictuelles. Ça a été peut-être vraiment les premiers moments brutaux pour moi où je me suis rendu compte que, bon, il y avait de la joie partout, mais là, c'était quand même difficile à trouver. Mmh mh. Il y Comment? avait aussi beaucoup de jugement et beaucoup de rejet et de fermeture. Et Oui. voilà. Mais oui, on était assez voyageurs et c'est resté. J'ai un frère qui voyage tout le temps, Mmh. absolument tout le temps. Avec les problèmes de santé que j'ai eus, moi, moins. Et puis, je fais tellement de voyages intérieurs que moins aussi, parce que Mmh. du coup, j'en ressens moins le besoin. Tu aussi avec ça? Des gens qui viennent à toi pour, mais d'ailleurs ils viennent pour quelle raison? Te rencontrer ou rencontrer les espèces que tu offres? Euh, Essentiellement, on pourrait résumer ça à la connaissance de soi au Mmh. sens non pas psychologique, mais plus spirituel. Mmh. C'est-à-dire dans cette dimension qui se situe peut-être, cette dimension un peu virginale qui se situerait avant les systèmes de défense, Mmh. avant les organisations psycho-émotionnelles qui se sont bâties au cours des aventures, des histoires, des oui, des non, des refus, ou au contraire des acceptations. Voilà, les accompagnements sont plutôt de cet ordre-là. Ça vient dans cette origine. Mmh. Ça vise cette origine. Ça euh, ouvre à la réception, au contact et à la connexion d'avec cette origine. Mmh. Il y a Pour, beaucoup de, c'est le mot reliance, moi, qui me vient quand, je vois ton travail, ce que tu écris, ce que tu offres aussi en partage et hem, ouverture, oui, connexion à l'origine aussi et je trouve, comme une possibilité de faire,
de faire corps. Alors je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais pour moi, c'est un peu comme si, il y avait cette possibilité d'assembler en soi, un espace qui permet l'ouverture. Oui, c'est assez juste. Alors je n'emploierais peut-être pas le terme «assembler», j'appellerais peut-être je l'appellerais ça plutôt «révéler», Mmh. parce que c'est un espace qui a toujours été là, qui est là et quand tu dis «faire corps», je trouve ça assez juste aussi parce que on a parlé de ce génie, de cette Mmh. intelligence et en fait, dans notre humanité, on est capable de le scruter, l'analyser et s'en émerveiller à travers sa matérialité, sa biologie, sa physiologie. Voilà, c'est notre culture à nous, c'est comme ça qu'on l'appréhende. Mmh. Mais cette intelligence, en fait, elle remonte jusqu'à l'origine. Tu parlé elle est cosmique. Elle Mmh. est tout, absolument tout, ce qui existe est sous l'égide de cette perfection. Et ce qui est fantastique, c'est de découvrir que notre attention peut se porter sur cette analyse extériorisée de Mmh. cette intelligence, mais notre attention peut venir habiter les dimensions intériorisées de cette intelligence Mmh. et découvrir que notre attention est cette intelligence elle-même et que nous sommes littéralement faits du début jusqu'à la fin, de son socle premier jusqu'à son expression la plus raffinée. Nous sommes faits de cette intelligence. Il n'y a absolument que ça. Mmh. Et forcément, c'est une expérience de vie qui est différente Mmh. plutôt que de se considérer dans son étroitesse, soumis aux vicissitudes sur lesquelles nous sommes impuissants. Voilà, ça donne une autre dimension à notre propre souffle. Mmh. Et une autre exaltation à notre aventure. Mmh. C'est bon de t'entendre dire ça. Alors c'est drôle, je suis revenue mon esprit a tourné pour arriver dans peut-être une chambre que tu as partagée avec ta sœur, une chambre que tu as partagée en famille ou pas. Mais je me disais: «Qu'est-ce qu'il y avait sur les murs comme affiche? Qu'est-ce qu'il y avait?» J'ai ça derrière moi et du coup, cette idée-là qui revient à l'avant. Hem, Quelles ont été les images qui ont soutenu? Alors, ma mère était libraire, elle avait beaucoup de bandes dessinées et dans Oui. l'enfance avant nos 11-12 ans, le jeu favori, c'était de reproduire les dessins enfin, pour moi, pour ma sœur et moi, c'était de reproduire les dessins de nos idoles Mmh. de bande dessinée. Donc on affichait, dans la chambre après nos œuvres, extrêmes. Alors on était très, très perfectionnés. On commençait par le calque. Il fallait quand même que ça soit vraiment ressemblant, puis après on coloriait ça avec beaucoup de patience et Mmh. on y mettait beaucoup de cœur et ça nous faisait comme un diaporama. On était entourés de nos figures, héroïques, hein, Mmh mh. voilà, je vois bien que maintenant, chez les enfants, les figures héroïques, ça va être Naruto ou enfin, ça a pu être Mmh. ou c'est encore et on s'entoure toujours de ces figures héroïques parce que c'est inspirant. Donc Très inspirant, ouais. très inspirant. C'est un soutien, en fait. C'est justement quand on parle de cette découverte de, quel est son particularisme, Mmh mh. non pas en termes de marginalité, mais en termes de qu'est-ce que je vais apporter moi au monde qui me fait vibrer Mmh. et ben, ces figures-là, nous l'apportent un peu parce qu'on va vibrer plutôt sur un héros qu'un autre, hein. Ouais. On va pas, vibrer, c'est pas random, hein, c'est pas, Non, c'est très précis. c'est précis. Ah, il y en a, c'est oui, il y en a, c'est non. Donc Absolument. sur les murs, il y avait beaucoup comme ça de personnages de bande dessinée, redessinés, voilà, souvent, un peu de science-fiction. Il y avait, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais les Yoko Tsuno avec toutes ces aventures, dans différentes planètes, les Mmh. Valérians. Enfin, c'était assez cosmique, hein, déjà, Mmh. donc du Mmh. coup, hein, on peut dire, hein, on peut reconnaître Les ça. valériens, Ouais, oui. ouais, ouais. Il y avait, voilà, alors souvent parce que quand même il fallait que l'héroïne ou le héros soit joli, hein, on en Mmh. revient toujours là. Et puis après 11-12 ans, là, c'était plus des dessins, c'était des photos et il fallait aussi que le héros ou l'héroïne soit joli et c'était plutôt lié à la musique ou au film. J'ai eu une passion totale, complète, un amour qui a duré si longtemps pour, ce film Le Grand Bleu. Ah oui. Voilà, qui a été une déflagration. Je saurais
peux encore expliquer à quel point ça Mmh. m'avait transportée, touchée. Mmh. Mais j'avais compté que j'étais quand même allée le voir au cinéma 14 fois. Une passion. Passion. Une passion ne compte plus. Bon, Jean-Marc Barr était quand même très joli, mais il Oui. n'y avait vraiment pas que ça. Mmh. Et voilà, et tant et si bien que j'avais même écrit un mot pour dire merci. J'avais 12-13 ans, hein, à Luc Besson, qui du coup m'avait invité à la première de Nikita, qui était une autre ambiance. Oui, Ça m'avait pas fait oui, complètement le même effet, mais c'était très élégant de sa part. Et oui. j'étais C'est venue vivre émouvant cette même, expérience. oui. Mm. Ouais, ouais, Très ouais, ouais. chouette. Et donc il y a pendant longtemps, il y a eu dans la boîte à cassettes, il y a eu que la BO du Grand Bleu. Oui. Et sur les murs, il y a eu que le Grand Bleu. Au moins pendant 1 ou 2 ans, hein. Oui, oui, Facile, oui. facile. 14 fois. 14 fois. Donc c'est une passion qui a été soutenue, hein, par la famille. Oui, oui, oui. Oh bah, elle était partagée, hein. Ma sœur était pas loin. Je sais pas si elle l'a vu 14 fois, mais c'était pas loin. Mmh. Et ouais, ouais, il y avait une poésie dans ce film différente. Mmh. Là aussi, c'est les abysses, c'est pas le cosmos, mais c'est C'est l'espace. l'espace, hein. C'est Ce qui me l'espace. vient. C'est l'espace, le calme, Je dirais aussi la la profondeur. profondeur, Mmh. la plénitude, Mmh. l'inexplicable, Mmh. la magie, comme tu disais. Hein. Je suis en train de me rappeler, hem, que peut-être, pour l'adolescente que tu étais, ou la maman que tu es ou que tu as été de tes enfants à l'âge adolescent, est-ce qu'il y a des points qui te semblent, après expérience, des choses que tu aurais aimé, savoir ou qui ont été essentielles finalement à transmettre ou à recevoir? Euh, Ça va être redondant, mais je crois qu'essentiellement, j'aurais aimé recevoir ou savoir transmettre à quel point Mmh. la norme n'existe pas. Mmh. La morne, j'allais dire, hein, le lapsus révélateur quand même. Alors je ne savais pas si tu disais la morne ou la mort. J'ai dit les deux à la fois. Je me suis dit là: «Ah tiens!» La norme n'existe pas, c'est une construction intellectuelle. Mmh. Et même la science qui travaille à base de normes, en fait, c'est quelque chose d'assez prédictif, mais qui n'a pas valeur de vérité. Mmh. C'est une possibilité. Mmh. Et dans une courbe, il y a toujours les extrêmes, il y a toujours le milieu. Et le milieu n'a pas plus raison que les extrêmes, n'a Mmh. pas plus droit d'existence que les extrêmes, n'est pas plus réel que les extrêmes. C'est juste une tendance Mmh. sur laquelle on va se baser pour essayer de fonctionner au mieux. Mais c'est pas ce système de valeurs. Voilà, j'aurais aimé recevoir et transmettre Mmh. que ce système de valeurs sur laquelle la société et nos décisions, la plupart des décisions des personnes, encore une fois, à contre-cœur, à contre-courant de Mmh. ce qu'elles sont, se basent, n'a pas de réalité, Mmh. n'a pas de vérité. Mmh. C'est un exercice de style avec lequel on joue à l'heure actuelle, mais on en aura un autre dans 100 ans ou dans 50 ans. Mmh. Ce qui me vient peut-être pour, conclure notre échange, alors il me vient énormément de questions, mais je crois que c'est vraiment, aussi passionnant tout ce qu'on évoque et tout cet espace, ça me j'étais en train de me dire, tu as publié 2 livres, hem, si tu devais résumer peut-être, une clé dans chacun des livres pour un parent d'ado? Le premier livre raconte combien tout est possible. Mmh. Et donc peut-être pour un parent d'ado, raconte combien pour chaque ado, tout est possible. Mmh. Et donc combien il est libérateur de ne pas l'enfermer dans nos projections, Mmh. qui sont en général basées sur nos insécurités, donc très restrictives. Le deuxième livre souhaite dire combien tout est partageable et explicable Mmh. d'une façon transversale, combien tout le monde peut se comprendre, Mmh. quel que soit l'éloignement, semble-t-il, des mondes.
Et donc pour un parent d'adolescent, ce serait aussi, cette envie de dire que parfois ça prend du temps de trouver sa pédagogie, parce que ça prend du temps de trouver son endroit de parole qui ne vient plus de la peur, mais qui vient de l'enthousiasme, de la foi, de l'envie, de l'émerveillement et de la curiosité. C'est Mmh. ça qui prend du temps. Mmh. Mais qu'une fois que ça, c'est là, on peut se parler, même si on a l'impression que les sujets sont éloignés ou difficiles à aborder. En Mmh. fait, c'est pas la nature du sujet qui fait la difficulté, c'est l'endroit depuis lesquels on les aborde. Mmh. Et très précieux, très précieux. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu as envie de nous partager? C'est très large là maintenant, mais J'ai envie de partager que, je trouve que à la fois être adolescent et à la fois être parent d'adolescent, c'est vraiment une grande aventure mmh. et que c'est beaucoup plus confortable d'en parler avec toi dans un joli studio Mmh. que d'y être pleinement immergé. Donc j'ai envie de partager à quel point, chacun qui est dans cette aventure, a mon admiration, mon soutien, ma compassion et ma reconnaissance de la traversée, Mmh. et que, voilà et que de toute façon ce sera parfait. Mmh. Merci Sophie. Merci beaucoup.